السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طبيب العمل دكتور كورجاني من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية STIF. Avec plaisir que je vais présenter le travail de notre équipe sur la spirométrie en médecine du travail. En introduction, la surveillance spirométrique joue un rôle important dans la prévention des maladies respiratoires dans le milieu professionnel. L'objectif de cette présentation est une mise à niveau sur la réalisation et l'interprétation de la spirométrie. La spirométrie faisant partie d'un ensemble d'exploration de la fonction respiratoire qui comprennent la plethysmographie, l'étude des échanges gazeux, la DLCO et la gazométrie, l'étude des échanges gazeux à l'effort, le test de marche de 6 minutes et l'épreuve fonctionnelle à l'exercice, la polygraphie ventilatoire du sommeil et la polysomnographie, et l'oscillométrie, qui est une technique nouvelle, émergente. Son intérêt est dans le dépistage de l'obstruction distale. La spirométrie. La spirométrie explore les volumes pulmonaires mobilisables et les débits bronchiques, notamment le VEMS, le volume expiratoire maximum au cours de la première seconde et la capacité vitale forcée. Il s'agit de l'examen de base des EFR et c'est un examen complémentaire de l'examen clinique et de la radiographie thoracique en pneumologie. Voici les deux courbes de la spirométrie. La courbe volume-temps, on peut observer le VMS, la première seconde, et la boucle débit-volume avec la partie expiratoire et la partie inspiratoire. En objectif, le DEP, le débit expiratoire de pointe, le peak flow, les débits instantanés à 75, à 50 et à 25% de la capacité vitale forcée, et le débit médian entre 25 et 75% de la CVF. Un peu d'histoire, c'est la spirométrie trouve ses racines dans John Hutchinson en 1846. Son âge d'or a commencé dans les années 1920, poussé par la prévalence croissante des maladies pulmonaires professionnelles et par la détresse respiratoire éprouvée par les pilotes pendant la Première Guerre mondiale. Voici quelques images des spiromètres, le classique spiromètre à cloche et les spiromètres modernes qui sont de petite taille, connectibles à l'ordinateur et au smartphone, qui sont pratiques dans la médecine du travail. Les indications de la spirométrie sont multiples. On peut les regrouper dans trois groupes principaux: groupe diagnostic, surveillance et autres. La spirométrie est indiquée dans un but diagnostique devant des symptômes, une toux chronique, la dyspnée, les sifflements et l'oppression thoracique, devant des râles sibilant à l'auscultation, devant une cyanose, devant une polyglobulie à l'FNS, pour dépister et diagnostiquer précocement la BPCO post-tabagique, pour diagnostiquer les complications de certaines pathologies, comme les connectivites, la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Elle peut être réalisée dans un but de surveillance pour graduer la gravité des maladies obstructives, asthme et PPCO, ajuster les traitements, surveiller leur évolution et évaluer le pronostic de ces pathologies. Surveiller une exposition professionnelle, surveiller l'apparition des effets secondaires des médicaments, adapter des programmes de rééducation respiratoire. Le troisième groupe
autres indications de la spirométrie. Pour ce statut sur l'aptitude médicale, pour fixer le taux d'EPP et réparer une maladie professionnelle, dans la recherche scientifique, les enquêtes épidémiologiques, les essais cliniques, établir les valeurs de référence, dans le bilan préopératoire et pour aider et motiver au sevrage tabagique. Comme vous avez remarqué, ces indications, la quasi-totalité, sont retrouvées en médecine du travail. Les contre-indications de la spirométrie à rechercher avant sa réalisation sont regroupées en 4 groupes. Le premier, en raison de l'augmentation de la sollicitation myocardique, EDM récent, l'hyper et l'hypotension artérielle sévère, l'arythmie, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension pulmonaire et l'embolie pulmonaire. Le deuxième groupe, en raison de l'augmentation de la pression intracrânienne, intraoculaire et orale, l'anévrisme cérébral, chirurgie, commission cérébrale, chirurgie oculaire et chirurgie orale. Le troisième groupe, en raison de l'augmentation de la pression intrathoracique et intra-abdominale, le pneumothorax, la chirurgie thoracique et abdominale et chez la femme enceinte. Le quatrième groupe, lié au risque de contagion, donc pour contrôler le risque infectieux. Donc, si le sujet présente une infection respiratoire, comme la tuberculose bacillifère, s'il présente des hémoptyses ou des lésions et saignements buccaux. Une règle, la spirométrie doit être interrompue si le patient ressent de la douleur, s'il se plaint d'étourdissement, car elle peut provoquer une syncope à cause d'une interruption prolongée du retour veineux au thorax. Pour la réalisation de la spirométrie, il y a 3 éléments clés pour obtenir des données de haute qualité sur la fonction pulmonaire. Le premier élément est le technicien, bien opérateur, qui doit être motivé pour obtenir une performance maximale du patient. Deuxième élément est l'instrumentation, le spiromètre, qui doit être performant, précis et exact. Et le dernier élément est le malade ou bien sujet qui doit être capable d'effectuer des mesures acceptables et reproductibles. En ce qui concerne l'opérateur ou bien le technicien, qui doit posséder des connaissances de base en physiologie respiratoire, ils doivent suivre une formation initiale de base sur les techniques de réalisation, notamment la capacité vitale forcée, et on insiste sur les formations continues et pratiques. Par exemple, aux États-Unis, les institutions comme le NIOSH, l'OSHA et le Collège américain de la médecine du travail et environnementale insistent sur des programmes de formation pratique. Pour le spiromètre, il faut opter pour les spiromètres certifiés conformes à la norme ISO 26782 de 2009, conforme aux directives ATS-EURS de 2019. L'appareil doit être doté du système d'interprétation JLI de 2012 et pour un contrôle de qualité, l'affichage en temps réel des deux courbes, la courbe débit-volume et volume-temps, qui permet à l'opérateur de visualiser le déroulement de chaque manœuvre. L'étalonnage ou bien la calibration du spiromètre. L'étalonnage est la procédure qui permet de s'assurer que le spiromètre est performant et que les résultats sont fiables. Pour cela, on injecte un volume d'air connu avec une seringue de 3 litres à 3 vitesses différentes en 6 secondes, en 3 secondes
et 1,05 secondes. Cette calibration initiale avant le premier test de la journée, il y a des changements dans la température ambiante et après changement du filtre. Et on vérifie l'écart entre le volume injecté par la seringue et le volume mesuré par le spiromètre. Cet écart ou bien déviation ne doit pas excéder 3,5%. Sur cet exemple, on a injecté 6 litres, l'appareil a mesuré 6,9, donc il y a une déviation de 9 millilitres qui représente 1,5%. Donc, accepté. Réalisation de la spirométrie. Le premier aspect important à prendre en considération lors de la réalisation de la spirométrie est l'hygiène pour prévenir les contaminations croisées entre malades et soignants, les contaminations de l'appareil respiratoire et digestif, les infections manuelles portées. Pour cela, l'opérateur doit se laver les mains ou utiliser un désinfectant, le gel ou bien la solution hydroalcoolique. Les embouts buccaux constituent la principale source de telles contaminations. Les données du patient nécessaires pour calculer les valeurs de référence, les valeurs prédites, sont en nombre de 4, le sexe, l'âge, la taille et le groupe ethnique. Pour nous, les Algériens, on choisit le groupe caucasien. Donc, on introduit le sexe, la date de naissance pour calculer l'âge, la taille en centimètres, et on sélectionne le groupe caucasien. On rapporte aussi tout renseignement utile, pertinent en rapport avec la fonction respiratoire, notamment le tabagisme et l'exposition professionnelle. Les tests de la spirométrie doivent se faire dans un environnement calme et confortable. L'eau potable doit être disponible et des mouchoirs ou des serviettes en papier doivent être offerts pour aider les patients à gérer les sécrétions. Idéalement, le patient ne doit pas avoir fumé dans l'heure avant l'examen, ne doit pas avoir fait un exercice physique intense, ne doit pas avoir pris un repas copieux dans les 2 heures précédant l'examen et il doit porter des vêtements qui ne limitent pas l'expansion thoracique. Il doit arrêter son traitement bronchodilatateur 4 heures pour les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action et anticholinergiques, 12 heures pour les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action et 48 heures pour les corticoïdes inhalés. Malade en position assise, dos droit, cou en légère extension, on place le pince-nez et on explique bien la manœuvre au malade. Procédure de la mesure de la capacité vitale forcée. La manœuvre forcée se compose de plusieurs phases. Elle commence par une inspiration complète, suivie tout de suite d'une expiration violente, la plus vite, la plus forte et la plus complète possible. Enfin, l'expiration est suivie par une deuxième inspiration maximale et le technicien inspecte visuellement en temps réel sur l'écran le déroulement du test. Les critères d'acceptabilité de la manœuvre. Il faut obtenir au minimum 3 manœuvres de capacité vitale forcée acceptables. Acceptable, c'est-à-dire remplissant les conditions suivantes: un début rapide, la montée verticale de la courbe, l'absence de tout lors de la première seconde et une expiration d'au moins 6 secondes. Les critères de reproductibilité ou bien répétabilité. Après avoir obtenu 3 courbes acceptables, on vérifie les critères de reproductibilité.
l'écart entre les deux meilleures valeurs pour chaque paramètre, capacité vitale forcée et VMS, ne doit pas dépasser 150 millilitres. Si les deux critères sont remplis, on peut arrêter le test, sinon on continue pour un maximum de 8 tests jusqu'à l'obtention des deux critères, ou bien si le patient ne peut pas continuer, on arrête et on interprète les résultats avec précaution. Voici les références bibliographiques. La première est l'édition française de la série Standardisation des UFR du groupe de travail ATS-URS de 2005, sa mise à jour de 2019, puis le système JLI, le système d'interprétation de la spirométrie de 2012, puis l'essentiel de la spirométrie, un manuel du professeur Helmi Ben Saad de la Tunisie, le document de l'ATS, Standardisation de la spirométrie en médecine du travail de 2014, la fiche NIOSH, comment obtenir des résultats fiables, le document OSHA concernant les programmes de la surveillance spirométrique en santé au travail, les cours d'apprentissage sur les courbes spirométriques du NIOSH, les recommandations du Collège américain de la médecine du travail et environnementale de 2020, et enfin le manuel du logiciel Spirola. Interprétation de la spirométrie. Après la vérification de la qualité technique des trois manœuvres de capacité vitale forcée, l'aspect graphique des deux courbes, on passe aux chiffres. Voici un exemple. Donc, capacité vitale forcée mesurée de 4,3 litres, le VMS 3,7 litres. Leur rapport, ou bien l'indice de Tifno, le VMS sur la capacité vitale forcée est de 0,86. À noter que l'indice de Tifno, c'est un rapport VMS sur capacité vitale forcée, un ratio, et non pas un pourcentage d'une valeur prédite. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que ces valeurs mesurées sont normaux? Par rapport à quoi? Donc, on a besoin d'une valeur de référence ou bien d'une valeur normale pour faire la comparaison. Nous avons deux approches pour faire cette comparaison. La première est l'approche transversale. Les valeurs mesurées sont comparées avec des valeurs de référence dites normales, prédites, théoriques ou bien calculées. Ces valeurs sont calculables par des équations établies chez des sujets normaux ou sains, de mêmes caractéristiques anthropométriques. Les quatre caractéristiques à tenir en compte sont le sexe, l'âge, la taille et le groupe ethnique. Deuxième approche, c'est l'approche longitudinale. Les valeurs mesurées sont comparées avec les valeurs précédentes chez le même sujet. L'exemple type est le suivi d'un employé exposé professionnellement à un risque respiratoire. On effet, la valeur de référence idéale d'un individu est sa meilleure valeur personnelle prise dans un état de bonne santé. Toujours avec l'exemple, voilà qu'est-ce qu'on a mesuré, les valeurs mesurées. Voici les valeurs prédites, 4,47 litres pour la capacité vitale forcée et 3,55 litres pour le VMS. Est-ce que ces valeurs mesurées sont normales? Il existe deux méthodes de définition d'une valeur spirométrique anormale. La première, la méthode classique du 80% du crédit. Elle est facile à utiliser, mais elle est arbitraire et scientifiquement non fondée. Dans l'exemple, si on calcule le pourcentage mesuré sur crédit fois 100,
on trouve 96% pour la CVF et 104% pour le VMS. Si on prend le seuil de 80%, ces résultats sont normaux. Dans le monde et dans la littérature, on dénombre plus de 200 publications concernant les valeurs de référence. Pour les adultes, les valeurs CK de 1993 sont le plus souvent utilisées chez l'adulte. Ces valeurs sont établies par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc dans la médecine du travail. En Algérie, nous avons les valeurs algériennes retrouvées par le professeur Bougueda à Constantine. Après la première méthode classique d'interprétation des valeurs spirométriques, le fameux 80% de la valeur prédite, voici la deuxième méthode, la méthode scientifique, basée sur une définition biostatistique de la normalité, l'intervalle de la normalité, limité par la limite inférieure de la normale et la limite supérieure de la normale. La moyenne, c'est la valeur prédite. Une valeur est considérée comme pathologique ou anormale s'il est inférieur à la limite inférieure de la normale. Pour cela, on a besoin de calculer le Z-score. Voici son équation et la limite inférieure de la normale, LIN en français ou bien LLN en anglais. En 2008, l'ATS-ERS ont mis en place un groupe de travail, Global Lung Initiative, GLI, dont l'objectif était d'établir les équations de référence définissant la normalité, l'intervalle de normalité pour chaque paramètre spirométrique, VMS, capacité vitale forcée, et le rapport de Tifno. Ce système GLI a été publié en 2012. Pour résumer, l'usage de 80% du crédit demeure très répandu, bien que cette pratique soit arbitraire et infondée. La méthode du Z-score et de la limite inférieure de la normale est plus juste car elle est basée sur le 5e percentile. C'est une définition scientifique statistique de la normalité. Le système d'interprétation de la spirométrie GLI 2012, est-ce qu'il est applicable chez nous, en Algérie? Les travaux de recherche et les valeurs retrouvées par les professeurs Bougueda à Constantine et Kitfi à Alger sont proches, comparables et restent dans l'intervalle de confiance du système GLI 2012. Donc, ce système reflète bien les valeurs spirométriques de la population algérienne, donc on peut l'appliquer. Après les notions physiologiques et biostatistiques définissant la normalité, les pathologies pulmonaires sont regroupées en deux groupes. Les pathologies obstructives qui se traduisent par une diminution des débits bronchiques, le VMS et le Tifno, et le deuxième groupe, les pathologies restrictives qui vont entraîner une diminution des volumes pulmonaires, la CVF. Dans certaines situations, il y a une diminution des débits bronchiques et une réduction de la CVF, donnant le syndrome ventilatoire mixte. Le trouble ventilatoire obstructif, TVO, ou bien déficit ventilatoire obstructif, est défini par la réduction des débits bronchiques, donc le VMS qui est inférieur à la limite inférieure de la normale, alors que la CVF est normale, automatiquement le Tifno sera diminué. L'aspect graphique, la courbe normale, et selon la sévérité, le stade début, intermédiaire et sévère, la concavité vers le haut, caractéristique de l'obstruction,
À noter que le consensus Gold définit la BPCO par un rapport de Tifno inférieur à 0,7 en post-bronchodilatateur et l'intérêt du pourcentage du prédit du VMS dans la graduation de la sévérité de la maladie. Le trouble obstructif distal, ou bien le syndrome des petites voies aériennes, qui est défini par une réduction du débit médian entre 25 et 75% de la CDF et des débits instantanés à 50 et à 25% de la CDF qui sont inférieurs à la limite inférieure de la normale, alors que les autres paramètres sont normaux. L'intérêt de l'oscillométrie, qui est une technique nouvelle pour dépister cette obstruction distale. Le trouble ventilatoire restrictif est défini par la diminution de la CPT, la capacité pulmonaire totale. La CPT n'est pas mesurable par la spirométrie, mais on peut l'évoquer devant la réduction de la CDF. Voilà. Mais pour le confirmer, ça nécessite d'autres méthodes comme la plethysmographie qui mesure la CPT. Le trouble ventilatoire mixte est l'association des deux syndromes, obstructif et restrictif, avec réduction de la capacité vitale forcée et diminution plus importante du VMS. Voici un algorithme récapitulatif des étapes d'interprétation de la spirométrie. La première étape, c'est de vérifier les renseignements cliniques et les caractéristiques anthropométriques. Deuxième étape, la fiabilité des manœuvres, les critères d'acceptabilité et de reproductibilité. On commence par regarder les deux courbes, volume-temps et débit-volume. Troisième étape, on compare les paramètres spirométriques par rapport à la limite inférieure de la normale. On commence par le Tifno, puis le VMS, la capacité vitale forcée et on termine par les débits périphériques. Place de l'EFR dans les tableaux de réparation des maladies professionnelles. Pour le premier groupe, les pathologies obstructives, l'EFR est exigé pour confirmer le diagnostic et elle a un intérêt pour évaluer la gravité. L'exemple sont les pathologies asthmogènes. Voici les numéros des différents tableaux. Le deuxième groupe, les pathologies restrictives, comme les fibroses pulmonaires, l'asbestose par exemple. La spirométrie est indiquée pour diagnostiquer les complications, l'insuffisance respiratoire chronique et pour évaluer la gravité. Certaines pathologies, comme la sidérose, associent les deux syndromes obstructifs et restrictifs. Le test de réversibilité est indiqué en présence d'un TVO. La technique inhalation séparée à 30 secondes d'intervalle de 4 bouffées d'un bêta-2 mimétique comme le salbutamol, dosé à 100 microgrammes, donc la dose totale 400 microgrammes, et on refait la spirométrie après 10 à 15 minutes. L'obstruction bronchique est considérée comme réversible s'il y a un changement, une augmentation de VMS supérieure ou égale à 200 ml en valeur absolue, ou bien 12% par rapport à la valeur initiale, ou bien l'augmentation de la CDF de 200 ml et de 12% par rapport à la valeur initiale. Ce test, c'est pour différencier l'asthme qui est réversible de la BPCO qui est non réversible. La réversibilité est totale si le Tifno revient à la normale, elle est partielle s'il y a cette augmentation, mais le Tifno restera. Elle est absente s'il n'y a pas de changement significatif. Un exemple, un cas clinique d'un homme de 39 ans, tabagique, occupant le poste d'agent d'entretien dans la fabrication du papier. Il est fortement exposé aux poussières contenant de la cellulose. Il présente une symptomatologie évoquant l'asthme,
La spirométrie réalisée a objectivé un TVO. Le test de réversibilité est positif avec augmentation de 990 ml pour le VMS, soit 25%, et augmentation de la CVF de 540 ml, soit 12%, et retour à la normale des deux courbes. Donc c'est un TVO complètement réversible, confirmant le diagnostic de l'asthme bronchique. Après standardisation de la réalisation et de l'interprétation de la spirométrie, voici le rapport standardisé selon les recommandations ATS de 2017, avec une partie malade contenant les caractéristiques anthropométriques, le tabagisme, la saturation en oxygène, les renseignements cliniques, la représentation tabulaire des résultats en pré-test et en post-test, avec une colonne pour la limite inférieure de la normale, pour le Z-score, pour le pourcentage du prix D, la représentation graphique de la normalité, les deux courbes, débit, volume et volume temps, et une partie pour les commentaires du technicien. Surveillance de la spirométrie en médecine du travail. Lors de la visite d'embauche, on fait une spirométrie initiale de référence. Lors des visites périodiques, les résultats s'interprètent de façon transversale. On compare les valeurs mesurées avec les valeurs de référence. La méthode scientifique, c'est la méthode de la limite inférieure de la normale du Z-score. Deuxième méthode, le 80% du prix et le 0,7 pour l'indice du Tifno. Deuxième façon, c'est la façon longitudinale. Les résultats sont comparés avec les valeurs précédentes, souvent annuelles, mesurées chez le même travailleur. C'est dans notre pratique quotidienne, le médecin du travail est libre de déterminer lui-même la nécessité et la périodicité de la spirométrie. Voici 3 passages des textes législatifs concernant la pratique des examens paracliniques ou bien examens complémentaires. Le premier texte est le décret exécutif relatif à l'organisation de la médecine du travail. Deuxième texte, un texte important, la convention type relative à la médecine du travail. Dans son article 3, obligation du prestataire, le prestataire s'engage à assurer les examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude, à la prévention et au dépistage des lésions professionnelles. Le troisième texte est l'arrêté interministériel qui fixe la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. La périodicité est semestrielle. L'examen médical est complété par les examens complémentaires appropriés. La surveillance longitudinale de la spirométrie et la comparaison entre les valeurs mesurées périodiquement chez le sujet. Cette surveillance a pour objectif la détection précoce du déclin excessif du VMS. De nombreux travailleurs ont un VMS normal. 6 personnes peuvent perdre rapidement une partie de la fonction respiratoire. Les recommandations de l'ATS de 2014 incitent à la réalisation d'une surveillance longitudinale de la spirométrie. Un cas clinique illustratif, un homme de 50 ans, soudeur de profession, fumeur d'Epachiani, dont l'examen clinique et le télithorax sont normaux. La spirométrie elle est indiquée devant le tabagisme et l'exposition professionnelle. Réalisée lors de la visite périodique de 2022, interprétée comme normale. Renouvelée en 2023, toujours normal, le VMS supérieur à la limite inférieure de la normale, dépasse les 80% du prix D. Mais si on compare les deux spirométries,
il y a une baisse importante de VMS de 700 millilitres. Est-ce que cette baisse est normale? Ce déclin annuel, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est rapide? Les méthodes utilisées pour estimer le déclin du VMS sont variables d'une étude à l'autre. Bien qu'ils ne soient pas identiques, ils fournissent des seuils très similaires. Une similitude entre les différentes méthodes, la méthode de 15% du déclin annuel, la méthode de 90, 50, 30 millilitres année. L'ATS a conclu que la méthode la plus pratique est le seuil de 15% du déclin annuel, celle-là, en tenant compte de la perte physiologique liée à l'âge. Si on revient à notre cas illustratif, la baisse est de 19%, donc c'est un déclin accéléré du VMS et le soudeur est un sujet à risque de développer une maladie obstructive. Le logiciel Sperola d'Unios CDC, c'est un logiciel gratuit qui permet à l'utilisateur d'interpréter la spirométrie individuelle par rapport à la limite inférieure de la normale, de faire l'analyse longitudinale, de calculer le déclin annuel pour chaque paramètre, le VMS et la capacité vitale forcée. Il permet de mener des enquêtes par un questionnaire électronique, de contrôler la qualité technique des spirométries réalisées, d'établir les listes des employés à risque et de planifier la prévention technique collective et individuelle. En conclusion, la spirométrie est l'EFR la plus courante. Son intérêt est très manifeste en médecine du travail. Le rôle de la spirométrie est central dans le dépistage, le diagnostic, la prise en charge et le suivi des maladies telles que l'asthme et la PPCO. La validité de l'examen repose sur la connaissance des critères de qualité qui concernent le matériel, la technique de réalisation et la méthode d'interprétation des résultats. La prévention médicale des maladies obstructives est basée sur la surveillance périodique de la spirométrie et l'intérêt de l'informatisation du suivi longitudinal. Et je vous remercie pour votre attention et votre patience.